J'ai téléchargé Tinder 3 mois après la finalisation de mon divorce, un vendredi à 23h, parce que l'appartement était douloureusement silencieux. Je me disais que c'était juste pour me distraire, faire des dîners sympas, peut-être flirter un peu sans conséquence, mais que rien ne me suivrait jusqu'à chez moi. J'ai matché avec Daniel un mardi soir. Son profil était basique. Une seule photo de lui en short de plage avec une canne à pêche et une bio 10 ans récemment installée cherche quelque chose de vrai. Si t'es un catfish, sois-en au moins un magique. Il avait 42 ans et bossait comme chef de projet dans une boîte du coin. C'est lui qui a écrit en premier, ce que j'ai apprécié, et la conversation a coulé sans les habituelles maladresses. Notre premier rendez-vous était dans un bar à vin à Midtown. Il était déjà assis à mon arrivée et s'est levé en me voyant entrer. À mon grand soulagement, c'était bien le mec svelte de la photo, cheveux gris mi-longs, barbe épaisse et un petit anneau au nez. On a parlé pendant 3 heures. Il se souvenait que j'avais mentionné avoir eu une mauvaise semaine et m'en a parlé avant même qu'on commande. Il riait des choses vraiment drôles et écoutait de cette façon rare où on sent que l'autre absorbe vraiment ce qu'on dit plutôt que d'attendre son tour de parler. Quand il m'a raccompagné à ma voiture, il a souri et dit « J'attendais de rencontrer quelqu'un exactement comme toi, Mira ». J'en ai ri sur le moment, comme une de ces belles formules de fin de premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'était un dîner dans un endroit qu'il avait clairement choisi avec soin, car il savait que je ne mangeais pas de viande rouge. Il reprenait de petites choses que j'avais dites des semaines avant dans nos messages, des choses que j'avais déjà oubliées. Ça semblait attentionné. J'en ai parlé à mon amie Daisy, qui m'a dit que ça ressemblait à un bon signe. À la fin du deuxième dîner, Daniel parlait de destin et de comment certaines personnes étaient faites pour se trouver. Tu sais, j'avais failli ne pas créer de compte Tinder, mais quelque chose m'a poussé à le télécharger le soir où on s'est matché. J'ai souri et changé de sujet. Nous étions à notre 3e rendez-vous quand il a évoqué le mariage. Mira, j'en suis à un point dans ma vie où je sais exactement ce que je veux, et je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps. Je lui ai dit doucement que je ne cherchais rien de sérieux, que je trouvais encore mes marques après mon divorce. Il a simplement souri avec condescendance, comme s'il regardait un enfant essayer de jouer aux adultes. « Tu ne sais pas encore ce dont tu as besoin. » Il a dit « C'est ok, je serai très patient avec toi. » Sa façon de le dire m'a donné des sueurs froides. Alors, j'ai annulé notre 4e rendez-vous. Je lui ai envoyé un message, disant qu'on n'était pas compatibles. Il a répondu 3 fois en moins d'1 heure. Chaque message était plus long et plus intense que le précédent. J'en suis venu à devoir arrêter de répondre. Les messages continuaient quand même à arriver. Au début, ils étaient presque raisonnables, comme quoi je lui manquais. Très vite, il a commencé à lancer des appels vidéo à 2 et 3 heures du matin. Quand je ne répondais pas, il m'envoyait de longs messages pour m'expliquer que je faisais une erreur, et il n'arrêtait pas. J'ai bloqué son numéro en pensant qu'il comprendrait enfin et passerait à autre chose. 1 heure plus tard, une photo est arrivée via Instagram depuis un compte que je ne connaissais pas. C'était ma salle de sport, prise depuis le parking. On me voyait en arrière-plan à travers la vitre, sur le tapis de course. Une autre venait de mon immeuble de bureau. Ensuite, c'était le café au coin de ma rue, où j'allais tous les matins. Chaque photo avait une légende du genre « Tu me manques bébé, je pense à toi. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. » Je suis allé voir la police. L'officier qui m'a reçu était patient, a pris ma déposition, mais m'a expliqué que rien de ce que Daniel avait fait ne constituait techniquement un crime pour l'instant. J'ai conduit jusque chez moi ce soir-là, les yeux rivés sur le rétroviseur. Le dernier message qu'il m'a envoyé avant que je verrouille tous mes comptes était « Je veux juste protéger ma future femme ». Ce soir-là, je suis rentré du travail et j'ai remarqué quelque chose d'anormal sur ma porte d'entrée. Le gond du côté droit avait l'air différent. Je me suis penché et j'ai vu des vis toutes neuves. Le métal était encore brillant, sans la moindre trace de rouille qui était là depuis mon emménagement. D'une main tremblante, j'ai poussé la porte lentement. Tout dans mon appartement semblait pareil.
sauf ma table de cuisine. Là où je prenais mon petit déjeuner chaque matin, trônait une photo encadrée que je n'avais jamais vue. Je m'en suis approché, et mon sang s'est glacé. C'était une photo de mariage. Daniel portait un costume de mariée. À côté de lui, mon visage, découpé quelque part et mal retouché, était collé sur une femme en robe de mariée. Il avait griffonné en bas, dans une écriture sale et irrégulière, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ma gorge s'est serrée et mon cœur s'est emballé. J'ai dégluti en regardant autour de moi pour vérifier si j'étais seul avant de reposer le cadre et de reculer hors de l'appartement. J'ai appelé la police depuis ma voiture. Ils sont venus, pris la photo comme preuve et changé mes serrures. Un enquêteur a été assigné à l'affaire. Daniel a été retrouvé 2 jours après et interrogé. Il leur a dit qu'on était fiancés, que je l'avais invité et que la photo était un cadeau. J'ai 40 ans maintenant. J'ai un nouveau boulot et j'ai changé de ville. J'ai un système de sécurité et une caméra de sonnette. Daniel a l'interdiction de m'approcher et il la respecte, à ma connaissance. Je repense parfois à la version de lui du premier rendez-vous. Le type qui s'est levé quand je suis entré riait au bon moment, s'intéressait à ma semaine. Je me demande ce qui était vrai et ce qui était du théâtre. Je n'ai jamais réinstallé Tinder et je ne le ferai sans doute jamais. Fabiana et moi avions 17 ans quand elle a téléchargé Tinder ce samedi-là. On traînait toutes les deux à sa table de cuisine sans rien de mieux à faire. Elle pensait que ce serait marrant de voir quel genre de gars il y avait par là. On a mis mon âge à 21 ans, choisi ma meilleure photo, et on a commencé à swiper comme si c'était un jeu. La plupart des matchs étaient sans danger, des étudiants qui me croyaient vraiment avoir 21 ans, et quelques-uns étaient clairement trop vieux et trop insistants. On faisait des captures des plus bizarres et on les balançait dans le groupe. Vincent, c'était différent. Son profil était vraiment esthétique. Pas de selfies en salle de bain, ni de photos avec des poissons. Ces photos montraient des yachts et des fêtes sur des toits dans des endroits qui avaient l'air ridiculement chers. Sa bio parlait de pensionnats suisses et de voyages professionnels. Il avait 32 ans, ce qui aurait franchement dû nous pousser à fermer l'appli. Mais d'une façon ou d'une autre, ça nous a intrigués. Vincent a texté quelques minutes après le match. La conversation était fluide, d'une façon qu'aucune de nous deux n'avait jamais vécue. Il ne demandait pas de photos et n'était pas vulgaire. Il me demandait ce que j'aimais faire, quel genre de musique j'écoutais, et si j'avais déjà été en Europe. Il glissait des commentaires sur l'idée d'emmener la bonne fille faire du shopping à Milan, et sur le fait qu'il préférait les femmes qui savaient ce qu'elles voulaient. Au bout d'1 heure, Fabiana a attrapé mon téléphone et a lu toute la conversation depuis le début. « Il veut te gâter, Julia. Il va nous offrir des trucs chers. On ira manger dans de bons restos. Il nous donnera des bijoux et ensuite on le bloque. Ma cousine fait ça tout le temps. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ?» Elle a crié en souriant. Je savais que c'était stupide, mais Fabiana avait le don de rendre les choses stupides raisonnables. On a décidé de le rencontrer le lendemain matin à Riverside Park. C'était un endroit public, et on serait toutes les deux ensemble en plein jour. La rencontre semblait sûre, jusqu'à ce que Vincent envoie un autre message. « Julia, je suis désolé. Je dois prendre l'avion ce soir pour une réunion d'affaires demain matin, et je ne serai pas en ville pendant 1 semaine. Je ne veux vraiment pas partir sans t'avoir vu. Tu peux venir ce soir à la place? Je serai dans une Porsche argentée. Viens à 9h, Dask. » Fabiana a dit oui avant même que j'aie le temps d'y penser. Je me suis dit que tout irait bien. Le parc était à seulement 5 minutes de chez elle. On serait ensemble et on partirait dès que quelque chose semblerait bizarre. On s'est éclipsé à 8h. Le parc était calme et sombre, comme les parcs après le départ des familles. Les lampadaires le long de l'allée principale avaient des espaces entre eux, avec de longues zones d'ombre entre chaque flaque de lumière orange. En approchant de l'entrée, j'ai repéré une camionnette noire au ralenti près du portail, phare éteint. Fabiana l'a vue aussi, et on a toutes les deux ralenti. C'est sûrement ces gardes du corps. Les gens riches voyagent tout le temps avec des gardes du corps. Vincent nous avait dit de se retrouver près du grand chêne au sud du parc. On a continué à marcher, le gravier crissait sous nos pieds. La camionnette est restée là, et je me répétais que c'était normal, qu'on en rirait demain au petit-déj à sa cuisine.
Soudain, 2 hommes ont jailli des buissons si vite que je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, jusqu'à ce qu'une main se plaque sur ma bouche et qu'on me traîne en arrière. J'ai essayé de crier et de respirer, mais la prise était bien trop serrée. Un autre homme avait attrapé Fabiana et la traînait vers le van, qui attendait avec sa portière déjà ouverte. J'ai donné des coups de pied, griffé et tordu la tête juste assez pour planter mes dents dans son poignet de toutes mes forces. Il a juré et sa prise s'est relâchée juste assez pour que je me libère et trébuche sur le gravier. Entre-temps, ils avaient poussé Fabiana dans le van. Nos regards se sont croisés et j'ai frissonné en voyant à quel point elle semblait désespérée et terrifiée. L'homme s'est à nouveau jeté sur moi. « Laisse-la !» Celui près du van a aboyé. « On en a une. Le patron ne sera pas totalement furieux. » L'homme a sauté dans le van. Les portières se sont fermées et ils ont quitté le parc pour disparaître sur la route. Et là, je me suis retrouvé seul par terre, du sang dans la bouche et du gravier dans les paumes. Je tremblais et sanglotais quand j'ai appelé le 911 depuis le milieu du chemin. Je n'arrivais pas à m'arrêter de trembler assez longtemps pour donner l'adresse clairement. La police est venue, a pris ma déposition et a diffusé le signalement du van. Mais au moment où ils ont commencé à chercher, ça faisait 40 minutes que Fabiana avait disparu dans le noir. Ils ne l'ont jamais retrouvée. L'enquête a duré des mois. Les détectives m'ont interrogé tellement de fois que je connaissais les questions avant qu'ils les posent. Le profil de Vincent était lié à un compte créé 3 jours avant notre match, avec des photos volées d'une vraie personne qui n'avait rien à voir avec tout ça. Les plaques du van correspondaient à une location, payée en espèces. Chaque piste s'est évaporée. J'ai 24 ans maintenant. J'ai fini mes études, trouvé un travail, et je vois un thérapeute chaque semaine. La plupart du temps, je fonctionne normalement, mais je dors encore avec la lumière allumée, et j'entends pas une voiture au ralenti dehors la nuit sans que ma poitrine se serre. Je pense encore à la façon dont les yeux de Fabiana ont croisé les miens dans la dernière seconde avant qu'il l'emmène. Elle avait l'air tellement effrayée, comme si elle me demandait de faire quelque chose, et je ne savais pas quoi. Et je n'aurais pas pu de toute façon. Je ne sais pas où elle est. Personne ne le sait. Et le plus difficile, ce que je n'ai jamais dit à voix haute à personne, c'est qu'au fond de moi, je connais déjà la réponse. Je n'arrive juste pas à aller au bout de cette pensée. Je ne suis pas fier de la solitude dans laquelle j'ai sombré après ma rupture. J'ai 40 ans et je travaille dans la tech. Disons simplement que je ne suis pas vraiment le genre à illuminer une pièce. Après la fin d'une relation de 5 ans, j'ai traversé une période vraiment difficile. C'est là que j'ai téléchargé Tinder. J'utilisais Tinder comme distraction temporaire pour fuir les relations sérieuses. Et un jour, j'ai rencontré Darla. Elle avait 35 ans, les cheveux roux, un regard doux et un sourire qui me faisait me sentir compris. Un peu original, certes. Elle m'a dit qu'elle vivait dans une vieille ferme en périphérie de la ville et s'occupait de son grand-père paralysé. Elle était drôle, honnête et semblait vraiment s'intéresser à moi. Après quelques rendez-vous décontractés, elle m'a invité à dormir chez elle. Elle a dit que ce serait bien de me cuisiner quelque chose de fait maison et qu'elle n'aimait pas laisser son grand-père seul la nuit. J'ai hésité un instant, me demandant si ça n'allait pas trop vite, mais j'avais tellement besoin de connexion. Alors, j'ai accepté. La ferme était loin dans les bois. Elle semblait vieille mais chaleureuse, entourée d'un charme rustique. Elle m'a accueilli avec un baiser et un grand sourire, puis m'a fait visiter. Le salon était rempli d'antiquités, la cuisine sentait les herbes et la viande crue. Elle a dit qu'elle préparait un ragoût, le plat préféré de son grand-père. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, de gros morceaux de viande crue posés sur le comptoir. Pas de frigo, pas de glace. Je lui ai demandé si elle allait les ranger. Non, le médecin l'a prescrit comme ça. Papy suit un régime tout viande, tu vois. À la tombée de la nuit, la ferme est devenue étrangement silencieuse. On s'est assis sur le canapé et on a parlé, mais mes yeux revenaient sans cesse vers le couloir, vers la porte de Papy. Elle a dit qu'il était paralysé, ne pouvait pas parler et n'avait pas quitté son lit depuis des années. Mais je ne l'ai jamais entendu une seule fois. Aucun grincement, aucune toux, rien. Vers 23h, elle s'est levée pour aller mettre son grand-père en pyjama et lui donner ses médicaments. Après son départ, je me suis ennuyé et j'ai commencé à me promener dans la maison. Je me suis dirigé vers la porte du sous-sol. Par curiosité, j'ai ouvert la porte et une vague d'odeur nauséabonde m'a frappé au visage. Ça sentait comme si quelque chose était mort là-dedans.
J'ai saisi mon téléphone pour m'éclairer et j'ai commencé à descendre les escaliers en bois. En descendant, mes genoux ont commencé à trembler. Il y avait des bocaux, des dizaines, remplis de ce qui ressemblait à des parties humaines, des doigts, des globes oculaires et des morceaux de chair flottant dans un liquide rouge trouble. Il y avait des caisses empilées avec des os. Certains avaient encore du sang et de la peau dessus, et accrochés au plafond sur des crochets à viande rouillée, des torses humains, ouverts, les côtes exposées. L'un portait encore une alliance. J'ai vomi sur place. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Soudain, j'ai entendu un bruit à l'étage. La porte de la salle de bain a claqué. J'ai couru dans les escaliers, verrouillé la porte du sous-sol et suis retourné sur le canapé juste à temps. Darla m'a souri. Tout va bien? J'ai forcé un sourire. Ouais, je me dégourissais juste les jambes. Mon cerveau hurlait. Je devais partir, vite. Mais j'ai remarqué un verrou sur la porte d'entrée et aucune clé en vue. Je ne voulais pas éveiller les soupçons, alors je lui ai dit que j'étais épuisé et j'ai demandé si je pouvais m'allonger. Elle a accepté et m'a guidé dans le couloir, juste devant la chambre de son grand-père. La porte de la chambre était ouverte et j'ai vu une petite fenêtre près du lit. La fenêtre était juste assez grande pour que je puisse passer, ce qui était probablement ma seule issue. Elle m'a montré la chambre d'amis de l'autre côté du couloir. Je reviens dans 1 minute avec des couvertures. Fais comme chez toi. Dès qu'elle est partie, je me suis glissé sur la pointe des pieds dans la chambre de papy. Il faisait nuit noire. J'ai encore utilisé mon téléphone, luminosité basse. Il était allongé dans son lit. Son visage était caché derrière un rideau suspendu au plafond, comme dans les hôpitaux. Il y avait des assiettes empilées sous son lit avec des mouches qui bourdonnaient dessus. J'avais le sang glacé à l'idée d'être dans la même pièce que le cannibale. Je le gardais dans mon champ de vision et je me dirigeais vers la fenêtre. Elle était vieille et coincée, mais j'ai réussi à l'ouvrir centimètre par centimètre sans faire trop de bruit. J'avais presque fini quand j'ai entendu une respiration lente et rauque venant du lit. Je me suis figé. J'ai regardé en arrière et sans prévenir, la tête de l'homme a tourné. Elle a claqué sur le côté comme une poupée. Ses yeux se sont écarquillés et je le jure sur ma vie, il a souri. Pas un sourire doux, un rictus grotesque et tordu qui s'étirait trop loin. Ses dents étaient acérées et crasseuses, comme si elles avaient poussé au-delà de l'humain. Prise de panique, j'ai grimpé par la fenêtre en m'écorchant le bras en descendant. Je ne me suis pas retourné. J'ai couru dans les bois jusqu'à atteindre la route principale. J'ai fait du stop jusqu'à une station-service et j'ai appelé la police. Ils sont retournés à la maison ce soir-là. Voilà ce que je ne comprends toujours pas. Quand ils sont arrivés, la maison était vide. Darla, grand-père et l'horreur dans ce sous-sol avaient tous disparu. Ils ont dit que l'endroit était inoccupé depuis des années. Ils m'ont montré les actes de propriété. Le dernier propriétaire enregistré était un homme nommé Roy Miller, un boucher. Il avait été paralysé après un accident de ferme à la fin des années 90. Il est mort en 2003. Et Darla, aucune trace d'une personne avec ce nom lié à la propriété. Pas de permis, pas de sécurité sociale, rien. Je consulte les nouvelles chaque semaine pour des hommes disparus et je ne peux plus utiliser les applis de rencontre. Mais parfois la nuit, je rêve de cette maison et dans le rêve, je suis de retour dans cette pièce, à fixer les yeux grands ouverts et morts de ce vieux cannibale, tandis que son sourire brisé s'étire lentement sur son visage. J'ai 19 ans. Je suis une fille qui vient d'entrer à l'université et jusqu'à présent, je menais une vie assez normale. J'aime le maquillage et les films d'horreur et j'en plaisante souvent avec mes amis. Je me suis récemment inscrite sur Tinder. C'était une blague avec mes colocataires au départ. Ils disaient que j'aurais plein de matchs parce que je suis la plus belle. Je n'y ai pas trop pensé car j'ai toujours été habitué à l'attention. En marchant dans le couloir en short, j'ai remarqué que certains garçons me regardaient en souriant, tandis que certaines filles semblaient visiblement mécontentes. Mais une fois sur Tinder, je ne m'attendais pas à ce que mon téléphone soit inondé de notifications. J'ignorais surtout les gars bizarres. Je flirtais juste un peu pour passer le temps. Mais j'ai reçu un message d'un utilisateur au pseudo Devoted Blood. C'est un nom assez intriguant, non? Je pense que le profil était faux. Pas de photo, juste une rose en noir et blanc en photo de profil. Mais le premier message était assez poétique. Je t'ai vu. Tu es plus brillante que la lune et plus sombre que le péché. J'ai levé les yeux au ciel, mais j'ai décidé d'engager la conversation juste pour m'amuser.
classe. Tu écris ça dans les DM de toutes les filles? Il a répondu instantanément. Non, seulement toi. Ce qui a suivi, c'était de longs messages. Obsessionnels. J'avais reçu des lettres d'amour, des poèmes et même des dessins. Au début, j'en riais avec mes amis. C'était sans danger. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais ensuite, il a commencé à envoyer des photos. Des notes écrites sur du papier froissé, tachées de ce qu'il disait être du sang. L'une d'elles avait mon prénom écrit encore et encore, comme dans un film d'horreur. Une autre disait « Je ne laisserai jamais personne d'autre t'avoir ». À ce stade, je l'ai désapparié. Je pensais que c'était un ado en mal de sensations qui voulait paraître rebelle. Mais ensuite, les messages ont commencé à arriver sur WhatsApp. Même pseudo, même poème. Un soir, j'étais allongé dans ma chambre à scroller des Reels. J'étais rentré chez moi pour les vacances et ma mère était en déplacement professionnel. Soudain, j'ai reçu à nouveau ces messages. Tu sais à quel point je suis fou de toi. Je t'aime. Je n'avais aucune envie d'encourager davantage cet inconnu flippant, alors j'ai envoyé. Je parie que t'es même pas assez courageux pour montrer ta tête, pauvre loser. C'était juste un message mesquin pour l'énerver. Genre, qu'est-ce qu'il pouvait vraiment faire? 5 minutes plus tard, on a sonné à ma porte. Il était environ 00h30 ce soir-là. J'étais seul chez moi. Mon cœur s'est arrêté. Je suis descendu en faisant le moins de bruit possible et j'ai regardé par le Judas. Je n'ai vu personne dehors. J'ai entrouvert doucement la porte. Mon regard a balayé le porche vide. Et puis, j'ai baissé les yeux vers le sol. Il y avait une enveloppe rouge posée sur le pas de la porte. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. Elle put être un mélange de fer et quelque chose d'acide. Quand j'ai ouvert la lettre, j'avais les paumes moites de peur. Les mots étaient écrits en sang et on pouvait lire « Tu m'as manqué ». J'ai claqué la porte et verrouillé tout. Ma voix tremblait en parlant au standardiste du 911 au bord des larmes. Elle a essayé de me calmer et m'a dit de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des agents. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai éteint toutes les lumières, espérant que whoever était dehors croirait que je n'étais pas là. Mais j'ai fait une erreur. Je suis allé vérifier la fenêtre donnant sur le jardin et il y avait effectivement quelqu'un. C'était un homme debout, torse nu au milieu de la cour, complètement immobile. Il fixait simplement mon regard sur ma fenêtre. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas bouger. Je regardais, paralysé par l'horreur. J'ai saisi une lampe torche et je l'ai allumée sur lui. Le faisceau a frappé sa poitrine en premier et j'ai vu mon nom gravé dans sa peau. Des filets de sang suintaient de chaque lettre. K-I-A-R-A. On aurait dit que c'était fait avec quelque chose de tranchant, comme un couteau ou du verre. En dirigeant la lampe vers son visage, il a lentement relevé la tête. Et ce n'était pas un inconnu. C'était le beau-père de ma meilleure amie, Alan. Le même gars qui nous emmenait à l'école, qui se tenait toujours un peu trop près et qui m'avait dit une fois « Tu parais plus vieille que 19 ans ». Celui qui avait commenté mon selfie Instagram « Belle ». Tout comme ta mère. J'avais toujours senti que quelque chose clochait chez lui, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Il m'a adressé ce sourire tordu, presque enfantin, comme s'il était fier de ce qu'il avait fait. J'ai lâché la lampe torche en hurlant à plein poumon. Je me suis précipité dans ma chambre et me suis recroquevillé dans un coin, pleurant comme une enfant. Les flics sont arrivés 5 minutes plus tard, mais il avait déjà disparu. Ils ont fouillé le jardin, saisi la lettre et découvert des empreintes sanglantes menant vers les bois. Je leur ai donné tous les détails, les messages, le pseudo, les notes. Mais ils n'ont trouvé aucun lien entre Devoted Blood et Alan. Son numéro n'était pas dans mon téléphone. Le profil Tinder avait déjà été supprimé. C'était comme s'il avait tout effacé. Un mandat a été émis, mais il s'était volatilisé. Étonnamment, il avait quitté son travail et abandonné mon ami et sa mère des mois auparavant. Mon amie n'en parle jamais. Elle ne peut même pas me regarder dans les yeux. Sa mère a été convoquée pour interrogatoire, mais elle a prétendu ne rien savoir. Des semaines ont passé et je vis toujours dans la peur. Il y a quelques nuits, j'ai entendu un bruit à ma fenêtre. Je jure que quand j'ai regardé, j'ai vu une ombre s'éloigner. Le lendemain matin, j'ai trouvé une rose blanche sur mon porche. Elle était trempée de sang humain, attachée à un mot qui disait simplement « Le sang s'efface, mais moi, jamais. Je vais obtenir une ordonnance restrictive contre lui ce week-end. Ma mère a demandé aux flics de surveiller le type et de l'arrêter dès qu'il le repère. J'espère vraiment qu'il sera arrêté pour pouvoir enfin dormir tranquille la nuit.
C'est arrivé il y a environ 4 mois, et même maintenant je vérifie encore chaque fenêtre avant d'aller me coucher. Tout a commencé avec un match sur Tinder. Il s'appelait Liam. Il était photographe, le genre artistique. Son profil était rempli de portraits en noir et blanc saisissants, surtout des gens, mais la façon dont il capturait les émotions dans leurs yeux, c'était impressionnant. Il avait la langue bien pendue et nos conversations étaient captivantes. Il n'était pas insistant comme certains autres gars que j'avais rencontrés sur Tinder avant, alors quand il m'a invité à dîner chez lui, j'ai dit oui. Il était impatient de me montrer certains de ses travaux inédits. Honnêtement, j'étais flatté. J'avais vécu une mauvaise rupture récemment et l'attention me faisait du bien. C'était un samedi soir. L'appartement de Liam était dans un immeuble calme, juste en dehors de la ville. L'intérieur était très minimaliste. Des murs blancs immaculés, juste ce qu'il fallait de meubles, et plein de cadres noirs partout. Quand j'ai commencé à observer les photos, une sensation étrange s'est glissée dans mon esprit. C'est ce qui m'a mise un peu mal à l'aise, les photos. Il y en avait des dizaines, alignées parfaitement. Chaque centimètre du mur semblait avoir un visage qui me regardait. Ce n'étaient pas des portraits ordinaires non plus. Ils semblaient intimes. Une femme qui se brossait les dents, un homme regardant par une fenêtre sombre, un enfant dormant sur un canapé. Tout en noir et blanc, d'une netteté saisissante et profondément troublant, car aucun ne regardait l'objectif. Je me souviens d'être resté devant une photo, une femme se déshabillant dans ce qui ressemblait à sa chambre. Waouh! Tes modèles savent vraiment poser, hein? Tellement naturel. Ce ne sont pas des modèles, ce sont de vraies personnes. Il a souri, presque fièrement. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Alors, comment tu les as prises? En secret, à travers les fenêtres? C'est la meilleure façon, honnêtement. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Il nous a servi du vin et des pâtes. Je n'arrêtais pas de piquer dans mon assiette. L'appétit m'avait quitté. De temps en temps, il jetait un œil par-dessus mon épaule, comme s'il vérifiait la lumière. Puis il a commencé à justifier son voyeurisme au nom de l'art. Vous voyez, je ne crois pas qu'il essayait juste de faire de l'humour. Je ne poste même pas de photos. Les vraies émotions apparaissent quand les gens ne savent pas qu'on les observe. C'est là qu'ils sont les plus vulnérables. Je lui ai demandé s'il avait déjà été surpris. Une fois, dit-il, en sirotant son vin. Elle était en colère, mais je me suis excusé et j'ai rattrapé ça. C'est là que mon instinct m'a crié de partir. Je l'ai remercié pour le dîner et dit que je devais y aller, mais Liam s'est levé rapidement, bloquant la porte d'entrée. « Attends, avant que tu partes, je veux te montrer mon chef-d'œuvre. » Mon cœur a coulé. J'ai souri poliment et hoché la tête, faisant semblant d'être curieuse. Pendant ce temps, j'essayais de trouver une excuse pour partir vite. Quand il s'est tourné vers le couloir, j'ai discrètement glissé une fourchette de la table et l'ai cachée dans ma manche. Il m'a conduite vers une porte au bout du couloir. Avant même qu'il la déverrouille, je sentais quelque chose d'horrible derrière. C'était le signal d'alarme numéro 200. La pièce était faiblement éclairée. L'odeur m'étouffait les narines, comme quelque chose de pourri trempé dans des produits chimiques. Au moment où la porte a grincé, j'ai su que je n'étais pas en sécurité. Il y avait une chaise au centre de la pièce, et une femme était dessus. Au début, je pensais qu'elle était vivante, mais sa peau était grise. Ses membres étaient gonflés, sa tête était penchée, et elle arborait ce sourire horrible et figé sur le visage. Ses yeux étaient fixés sur moi. Ses globes oculaires étaient remplis de veines rouges et ouverts bien trop grands. En regardant de plus près, j'ai remarqué du mouvement à l'intérieur de sa bouche. Un instant, j'ai cru qu'elle était vraiment vivante, mais sa bouche bougea lentement. Soudain, sa mâchoire s'ouvrit brusquement et des nuages de asticots se déversèrent sur le sol. De petits asticots grouillaient aussi dans ses cheveux. Elle portait un maillot de bain rouge, comme si elle revenait de la plage, mais elle était là, posée comme un mannequin, exposée comme un trophée. Je sentis la fourchette glisser de ma main et tomber par terre. Liam entra, les yeux brillants d'une joie malsaine. « Elle est belle, non ?» murmura-t-il. Je l'ai surprise à nager seule il y a 2 étés. Je l'ai observée pendant des semaines avant de passer à l'action. Regardez cette expression. La peur, la confiance, la confusion. Tout figé pour toujours. Je ne pouvais ni respirer, ni cligner des yeux. Mon cerveau essayait de me convaincre que c'était faux, une œuvre d'art malsaine, mais non. L'odeur était réelle. Les mouches étaient réelles, tout comme le psychopathe à mes côtés. Il n'arrêtait pas de parler, de rire, comme si c'était le plus beau moment de sa vie.
Soudain, quelque chose d'encore plus horrible se produisit. La décomposition ou l'air extérieur qui entrait dans la pièce avait dû causer ça, mais le visage de la femme glissa soudainement de son crâne, révélant la chair pourrie et les os en dessous. J'ai crié et couru vers la porte. La voix de Liam résonnait derrière moi. « Où tu vas? T'as pas besoin d'avoir peur. Je peux arranger ça. Je vais recoller ça. » Je croyais que tu me comprenais. J'ai foncé hors de la porte directement dans la rue. J'ai interpellé un couple qui passait en voiture en hurlant comme une folle. Ils ont appelé la police pendant que je tremblais sur leur siège arrière. Les flics sont arrivés. Je les ai ramenés à l'appartement, mais Liam avait disparu. Le corps de la fille et les photos étaient toujours là. Mon assiette de pâtes à moitié mangée était encore sur la table. J'ai cherché pendant des semaines, lancé des avis, parlé aux voisins. Personne ne le connaissait vraiment. Il y vivait depuis quelques mois, payait en liquide. Je crois même qu'il m'avait donné un faux nom. À ce jour, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Mais voici ce qui me hante vraiment. 1 mois après tout ça, j'ai reçu un colis. Sans adresse de retour. À l'intérieur, une seule photo. C'était moi, dans un café avec un collègue. On voyait que la photo avait été prise depuis dehors.